Certaines mutations de gènes peuvent conduire à une altération du génome, altération qui peut être à l'origine du cancer. À partir d'une mutation somatique, un clone cellulaire se met en place qui va correspondre à une tumeur qui peut être soit bénigne, soit maligne. Si elle est maligne, on a ce que l'on appelle le cancer. Donc dans certains cas, une mutation cellulaire peut conduire au cancer, mais ce n'est pas systématique. Eh bien, ce clone cellulaire, ce clone de cellules qui sont devenues indépendantes, hiérarchiques, qui n'obéissent plus aux lois, entre guillemets, du tissu correspondant, eh bien, ce clone cellulaire va continuer à se multiplier. Donc, chaque cellule de ce clone va continuer à se multiplier de manière tout à fait incontrôlée, et ce sera bien là l'origine d'un cancer. Donc, ça veut dire qu'à partir de cellules fonctionnelles, d'une cellule fonctionnelle, une mutation va permettre l'apparition de certaines tumeurs. Donc, on peut se poser le problème suivant, c'est quelles sont les causes et les facteurs qui vont conduire à la cancérisation et quels sont les moyens de prévention pour éviter, évidemment, que le cancer n'envahisse trop le corps et fasse que... Comment est-ce qu'on peut lutter pour guérir, en quelque sorte, c'est ça. Donc, quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui sont à l'origine de la cancérisation et est-ce que l'on peut prévenir certains cancers? Des modifications du génome des cellules somatiques vont survenir au cours de la vie individuelle par mutation spontanée ou bien induite par un agent mutagène ou par certaines infections virales également. Elles peuvent donner naissance à une lignée cellulaire dont la prolifération incontrôlée sera à l'origine de cancer. Donc on parle là de mutation, évidemment, de cancérisation, et nous verrons qu'il y a des facteurs de risque. Nous allons essayer de comprendre comment se développent les cancers, quelles sont leurs origines, quelles sont les formes que ce cancer peut prendre ou peuvent prendre, quelles sont les formes qu'elles peuvent prendre, et nous allons essayer d'identifier l'origine de certains cancers qui vont permettre la mise en place ou la mise en œuvre de mesures de santé publique. Donc essayons d'identifier les facteurs de cancérisation. Donc on parlera d'agents mutagènes, donc qui vont inciter certaines cellules à muter. Nous allons parler donc concernant ces facteurs d'infection virale et de susceptibilité génétique également. Alors, nous allons essayer de comprendre donc les causes et les facteurs à l'origine de cette cancérisation. Donc c'est important à comprendre. Et la compréhension des mécanismes de mise en place d'une tumeur cancéreuse va permettre d'envisager la prévention d'une part, et également les traitements d'autre part. Alors, essayons de comprendre donc quelles sont les différentes étapes du développement d'une tumeur, sachant qu'il y a des facteurs de risque qui sont liés au développement du cancer des poumons, par exemple, ou au cancer du col de l'utérus. Alors, on prend ces deux exemples, et il y a bien d'autres exemples que l'on pourrait prendre également. On a dans l'organisme, évidemment, tout un ensemble de cellules qui peuvent devenir cancéreuses. Chaque cellule a la potentialité pour qu'il y ait dans son génome une mutation favorable à l'apparition de cancer. Mais fort heureusement, le corps est capable de s'auto-protéger parce qu'il y a des réparations qui sont faites au niveau de l'ADN grâce à des enzymes spécifiques, grâce à des gènes qui eux-mêmes vont donner des protéines, par exemple enzymatiques, qui vont pouvoir nous aider à réparer ce qui ne va pas dans le corps au niveau d'une cellule, par exemple. Donc des cellules cancéreuses, malheureusement, peuvent se développer. Si on prend l'exemple des poumons, eh bien on peut voir, vous pouvez vous amuser à trouver sur Internet, donc vous allez voir des cellules fonctionnelles, une paroi d'alvéole pulmonaire avec des globules rouges autour, qui passent dans le réseau sanguin, pas très loin des alvéoles en tout cas, et on peut très bien avoir des cellules cancéreuses qui se sont mises en place dans les alvéoles d'un poumon. Donc regardez une photo sur Internet, vous allez vous rendre compte, vous allez voir que certaines cellules vont bien prendre la place d'un tissu dont la fonction évidemment sera modifiée, voire annulée. Donc dans l'organisme, eh bien, on a un fonctionnement cellulaire qui est soumis évidemment à une régulation en permanence. Le corps
régule le corps, chaque cellule est régulée par un ensemble d'autres cellules, ou d'autres facteurs plutôt, qui vont faire en sorte que la régulation permet le bon fonctionnement des cellules. L'ADN, d'une part, il est contrôlé et réparé lorsque quelque chose ne va pas. Vous vous souvenez qu'au cours de la réplication semi-conservative, on va doubler la molécule d'ADN. Il peut arriver que ce fonctionnement ne soit pas efficace à 100%, qu'il y ait des pertes, des parties de molécules d'ADN en fait, qui s'abîment. Eh bien, notre corps est capable de réparer ces anomalies moléculaires. La régulation permanente se fait également au niveau des cellules, c'est-à-dire que si les cellules ne remplissent pas leur fonction, eh bien, elles vont être détruites par le système immunitaire. Deuxième point. Troisième point, eh bien, il y a une multiplication des cellules, on parle de mitose, eh bien, ces multiplications cellulaires sont contrôlées également par des molécules, on parle de signaux moléculaires, qui vont permettre de gouverner le passage d'une phase à l'autre d'un cycle cellulaire. Autrement dit, lorsqu'il y a une mitose qui se met en place, eh bien, il y a des signaux qui font en sorte qu'il faut que tout se déroule bien. Donc, le corps est en permanence contrôlé, il est réparé, il est détruit lorsque quelque chose ne va pas. Donc, quand je dis le corps est détruit, c'est certaines cellules sont détruites grâce au système immunitaire qui font en sorte que les cellules qui restent, qui sont en place, sont des cellules qui sont fonctionnelles de la bonne façon. Donc, il y a une régulation permanente, je répète, au niveau de l'ADN, des cellules qui seront détruites par le système immunitaire, et la multiplication grâce à des signaux moléculaires se met en place également de manière à ce que les cycles cellulaires se fassent correctement. Quelquefois, malheureusement, certaines cellules vont échapper à ce système de régulation permanente. Et elles peuvent se transformer, donc donner des cellules que l'on appelle cellules cancéreuses, c'est-à-dire qui deviennent anarchiques. Autrement dit, en 3 points, on peut dire qu'il y a une transformation, c'est-à-dire que la cellule va perdre la fonction qu'elle accomplissait au sein d'un organe. Donc il y a perte de fonction, autrement dit, cette cellule va subir une transformation. Cette cellule va devenir immortelle. Donc elle ne va plus répondre aux signaux d'autodestruction. On parle d'apoptose, eh bien, la cellule continue à vivre de manière éternelle, entre guillemets. Donc. Et troisième cas, elle va proliférer de manière anarchique. Ça veut dire qu'elle va se multiplier activement, le contrôle ne se fera plus, et dans ces conditions-là, on va avoir la formation d'une tumeur qui sera d'abord de petite taille, puisqu'on part d'une cellule, une cellule qui va se diviser, puis chaque cellule qui s'est divisée, chaque cellule en redonne 2, donc ça fait 2, 4, 8, 16, etc. Et on obtient petit à petit une masse cellulaire, donc un clone cellulaire, qui va former ce que l'on appelle une petite tumeur, qui pourra être d'abord bénigne, mais qui pourra devenir maligne, malheureusement, c'est-à-dire se transformer en tumeur cancéreuse. Donc je répète que dans l'organisme, le fonctionnement cellulaire il est contrôlé en permanence. D'une part, l'ADN est contrôlé, il est réparé lorsque quelque chose ne va pas. Deuxièmement, les cellules, lorsqu'elles n'assument pas leur fonction, elles sont détruites. Troisièmement, la multiplication des cellules est contrôlée par des signaux moléculaires. Donc, autrement dit, la régulation est permanente. Mais je répète que quelquefois des cellules échappent à ce contrôle. Donc 3 possibilités. Il y a transformation d'une cellule, immortalité de cette cellule et prolifération de cette cellule. Et au final, un cancer peut très bien se mettre en place. Alors, on parle quelquefois de métastase. C'est quoi une métastase? Eh bien, quelle est l'origine d'une métastase? Alors, prenons l'exemple d'un tissu qui assure une fonction tout à fait normale, un tissu qui a un ensemble de cellules. Donc, on peut très bien avoir une cellule parmi cet ensemble de cellules qui subit une mutation. Donc, à ce moment-là, on a une mutation, par exemple, d'un gène de régulation du cycle cellulaire.
tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait, en théorie, des signaux moléculaires qui permettaient la multiplication des cellules. Et imaginons que là, on ait une mutation d'un gène à l'origine de la régulation du cycle cellulaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cellule va en donner 2, puis 4, puis 8, etc. Donc il va y avoir croissance de cette cellule qui va former un petit clone de cellules qui vont donner ce que l'on appelle une tumeur. Alors à ce stade, la tumeur peut très bien être tout à fait bénigne. Ça veut dire que si par exemple on est capable de la localiser à tel ou tel endroit du corps, on peut l'enlever et puis la tumeur disparaît puisqu'on a enlevé l'ensemble des cellules anormales qui provenaient d'une cellule mutée à l'origine. Donc, mais imaginons que la croissance se poursuive, donc la tumeur se met en place, le nombre de cellules mutées augmente, évidemment, et la multiplication incontrôlée des cellules mutées forme une tumeur. Donc la multiplication incontrôlée des cellules mutées forme une tumeur. Donc il peut y avoir au sein de cette tumeur, donc au sein de ces cellules qui forment la tumeur, donc de ce clone de cellules, il peut y avoir une accumulation de mutations. Alors même si au départ la cellule mutée ne présentait pas de danger pour donner un cancer, entre guillemets, eh bien on peut très bien avoir, à cause des accumulations de mutations dans ce clone cellulaire, eh bien on peut très bien avoir une prolifération de cellules cancéreuses à la faveur d'une mutation un peu spéciale qui va transformer cette cellule en cellule cancéreuse. Et alors, ces cellules, elles ont besoin de vivre, évidemment, puisque n'oublions pas que la cellule, c'est une unité non seulement structurale, mais également fonctionnelle. Et pour vivre, une cellule a besoin d'un métabolisme, c'est-à-dire d'un ensemble de réactions chimiques. Donc il lui faut de la nourriture, c'est-à-dire des nutriments, et de l'oxygène également, pour pouvoir accomplir toutes les tâches qu'il y a à accomplir dans la cellule. Et donc, pour cela, il y a autour de la tumeur une mise en place d'une vascularisation que les cellules elles-mêmes incitent à mettre en place, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on a une vascularisation importante de la tumeur, et à un moment donné, comme il y a un réseau sanguin, donc des vaisseaux sanguins autour de la tumeur, réseaux sanguins qui se mettent en place, pourquoi? Pour nourrir chacune des cellules de la tumeur, et bien quelquefois des cellules peuvent se détacher. Donc elles vont être emportées dans la circulation sanguine, et ces cellules qui se détachent vont pouvoir aller donc s'implanter et former une nouvelle tumeur à un autre endroit, par multiplication cellulaire de ces cellules à tel ou tel endroit du corps, puisqu'on avait dit que la régulation du cycle cellulaire n'est plus assurée, la cellule devient immortelle, devient anarchique, elle est capable donc de proliférer et de donner ailleurs d'autres tumeurs. Eh bien, à ce moment-là, on parle de métastase. Dès l'instant où une tumeur se met en place, qu'un réseau sanguin s'est mis en place, et dès l'instant où des cellules peuvent se détacher pour aller s'implanter ailleurs, eh bien on parle de métastase. Voilà l'origine du mot métastase. Alors une cellule donc, qui se cancérise va se multiplier indéfiniment et elle va former donc une tumeur dont la masse pourra être plus ou moins importante et dont chacune des cellules, mais chacune des cellules aura des besoins nutritifs, et puisque cette tumeur va augmenter en volume, puisque la division cellulaire, la division de chaque cellule est très active, eh bien ça veut dire que les besoins nutritifs vont augmenter également. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des signaux cellulaires qui vont se mettre en place pour former de nouveaux vaisseaux sanguins. Et plus la tumeur augmente en volume, donc plus le nombre de cellules augmente dans ce clone cellulaire, dont d'autres mutations peuvent apparaître qui sont à l'origine de la cancérisation, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, plus il y a de cellules dans cette tumeur, plus il faut
de vaisseaux sanguins nouveaux qui arrivent, donc plus il y aura de signaux cellulaires qui vont inciter des vaisseaux sanguins à se mettre en place. Donc ça veut dire que l'approvisionnement en nutriments est assuré, mais aussi la migration éventuelle, comme on l'a dit tout à l'heure, donc migration éventuelle de cellules qui vont aller vers d'autres régions de l'organisme et qui peuvent être à l'origine de tumeurs secondaires. Donc la tumeur primaire, c'est celle qui s'est mise en place en premier, et suite à la circulation de cellules cancéreuses, entre guillemets, pour aller ailleurs, et bien à ce moment-là, on a des tumeurs secondaires qui se mettent en place, et ces tumeurs secondaires s'appellent des métastases. Alors, quelquefois, on peut guérir du cancer. Bon, encore faut-il détecter le cancer, et encore faut-il que ce cancer ne soit pas situé à un endroit où le chirurgien ou la personne ou le médecin qui va essayer de soigner, soit par chimiothérapie, soit par radiothérapie, etc. Mais il faut que la tumeur soit accessible. Alors, en l'absence de soins, eh bien, on peut avoir une masse très importante qui se met en place et qui va compromettre évidemment la fonction du tissu dans lequel s'est implantée la tumeur. Et évidemment, si on parle par exemple du cancer pulmonaire, on pourrait avoir une altération de la fonction pulmonaire, donc une insuffisance respiratoire par exemple, qui va se mettre en place, et on peut très bien avoir le décès du patient si rien n'est fait pour retarder donc l'issue fatale en fait. Donc en fait, en gros, plus un cancer est pris rapidement et détecté rapidement, et plus il y a de chances d'en guérir. Bon. Mais la meilleure façon de ne pas attraper de cancer, c'est la prévention. Mais quelquefois, les mutations sont spontanées, il n'y a pas d'agent mutagène en cause, et le cancer se met quand même en place. Bon. On en reparlera un petit peu plus loin. Alors, dans les cellules métastatiques au niveau du col de l'utérus, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez trouver des photos, vous allez voir qu'il y a une surface irrégulière des cellules. Donc ça veut dire que les cellules, en fait, elles développent une surface un peu spéciale qui va modifier les propriétés d'adhésion des cellules entre elles et qui vont faciliter leur détachement et donc leur échappement à partir de la tumeur primaire, donc pour aller former des tumeurs secondaires. Donc toutes ces cellules en fait qui ont des surfaces irrégulières, et je répète que c'est caractéristique des cellules cancéreuses, eh bien vont se diviser activement, anarchiquement, puisqu'il n'y a plus de contrôle, et alors on peut avoir formation de nouveaux foyers, comme je vous l'ai dit, au niveau de tumeurs secondaires, au niveau d'endroits qui vont provoquer donc une autre tumeur ailleurs, et on appelle cette tumeur secondaire ou métastase. Alors, on a mis en évidence un gène un peu particulier que l'on appelle le gène P53, et évidemment si on a un gène, l'expression du gène va donner une protéine. Et cette protéine, donc on a une protéine qui correspond au gène P53, elle intervient dans le développement des tumeurs. Donc il y aura un impact, l'impact des mutations qui vont affecter le gène P53. Alors je vous dis tout de suite que le gène P53 nous empêche en fait d'attraper des cancers. En fait. Donc ça veut dire que si ce gène P53 nous aide à ne pas avoir le cancer, alors on verra de quelle façon après, mais ça veut dire que si ce gène est altéré, ça veut dire que les cancers vont se multiplier. Bon, on va essayer de préciser un petit peu plus. Donc le gène P53 est un gène qui est impliqué dans la cancérisation. Premièrement, essayons de voir l'évolution du volume d'une tumeur au cours d'une expérience. Donc évolution du volume d'une tumeur au cours d'une expérience. Comment empêcher la cancérisation? Donc ça veut dire quoi? Premièrement, on prend des souris particulières où le gène P53 est inactif. Première étape. Deuxième étape, on irradie ces souris, et suite à l'irradiation, donc qui vont abîmer le matériel génétique, donc l'ADN, eh bien des tumeurs vont apparaître. Donc des tumeurs cancéreuses vont apparaître. À ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on réactive le gène P53 par des procédés un peu spéciaux.
Et on s'aperçoit, étrangement, que les tumeurs disparaissent. Donc ça veut dire que P53 empêche la cancérisation. Mais alors on peut se poser la question, quel rôle joue P53 pour empêcher la cancérisation? Alors, on prend l'exemple d'un résultat où on a le volume de la tumeur en centimètres en fonction du temps. On a, dans un premier temps, un volume de tumeur en centimètres cubes qui est de 0,4 cm3. Et là, c'est au niveau de souris particulières qui ont le gène P53 inactif et souris au niveau desquelles on a fait une irradiation. Donc on s'aperçoit que les tumeurs se forment, les tumeurs cancéreuses apparaissent. On réactive le gène P53, on s'aperçoit que la tumeur diminue de volume. Elle passe de 0,4 cm3 à 0,1 cm3 au bout de 12 jours. Au bout de 18 jours, la tumeur est pratiquement passée à 0,05 en cm3 pour pratiquement disparaître en 28 jours. Donc là, on voit très très bien que le gène P53 a un rôle très important puisqu'il empêche la cancérisation. Donc on peut se dire, si le gène P53 empêche la cancérisation, s'il y a une cancérisation, c'est qu'il n'y a pas P53. Alors on pourrait très bien imaginer trouver un moyen thérapeutique pour dire, il n'y a qu'à injecter le gène P53. Oui, mais les choses ne sont pas si simples parce que l'intégration du gène P53 dans les cellules n'est pas une chose aisée et on ne peut pas avoir accès à tout l'ensemble du corps. Donc ça veut dire que certains gènes sont bien impliqués dans le processus de cancérisation. P53 en est un exemple. Donc ces études expérimentales, donc à partir de ce gène, ont permis de montrer que la tumeur pouvait disparaître. Donc disparition de la tumeur. Alors, si on regarde maintenant sur Anagene, un logiciel Anagene, donc c'est une activité que vous pouvez vous amuser à faire. Faut avoir le logiciel Anagene qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Puis trouver le gène P53 et voir les allèles qu'il peut y avoir. Donc on va en parler. Donc on va chercher à savoir si le gène P53, à partir d'Anagene, est effectivement impliqué dans la disparition de la tumeur. Donc pour cela, on peut comparer des séquences d'ADN de cellules cancéreuses ou normales, de cellules cancéreuses ou normales évidemment, qui provient de divers individus. Donc vous avez par exemple une séquence de nucléotides normaux dans une cellule normale. Et on s'aperçoit, par exemple, dans le cas du cancer de l'œsophage, il y a une mutation du gène P53 à un certain endroit. Ce n'est pas la peine de dire quel endroit, mais à un endroit où une cytosine est remplacée par une thymine. Donc, cette simple modification va empêcher le gène P53 d'être efficace et va être à l'origine du cancer de l'œsophage. Enfin, ne va pas être à l'origine, mais parce que les cellules qui sont mutées en fait vont être réparées en quelque sorte par ce gène P53, donc indirectement par la protéine qui résulte de l'expression de ce gène P53. Donc c'est pas la non-fonctionnalité du gène P53 qui est la cause de la cancérisation ou de la non-cancérisation, mais ce gène P53 va lutter contre les cellules qui sont anormales, en fait. Et si on prend le cas du cancer du foie, on a à un autre endroit une mutation, une guanine qui est remplacée par une thymine. Et dans le cas d'un cancer du poumon, par exemple, une adénine va remplacer une guanine. Donc on voit que par rapport aux cellules normales, la fonction de la protéine P53 normale assure la non-cancérisation. Mais lorsqu'il y a une mutation, on a pris le cas du cancer de l'œsophage, du foie et des poumons, la non-fonctionnalité de P53 empêche la réparation des cellules qui sont devenues cancéreuses. Autrement dit, la protéine P53, qui provient du gène P53,
est un facteur de transcription en réalité. C'est-à-dire que ce facteur va intervenir à 3 niveaux. Premier niveau, il va intervenir au niveau de la régulation des gènes de réparation. Deuxième niveau, il intervient au niveau des gènes de destruction. Et troisième niveau, au niveau des gènes de régulation. Tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait 3 fonctions importantes. Donc la réparation de gènes lorsque l'ADN est abîmé, eh bien P53, qui est un facteur de transcription, va permettre la réparation de ce gène grâce à l'activation de gènes de réparation. Autrement dit, le gène P53 va permettre de réguler, en quelque sorte, d'autres gènes qui vont ou non s'exprimer pour former autant de protéines que d'expression génétique. Autrement dit, il y a des gènes de réparation qui se mettent en place sous l'action de P53, donc du facteur de transcription P53, des gènes de destruction de cellules, donc d'apoptose lorsque la cellule n'est plus fonctionnelle, eh bien, il y a des gènes dont l'expression va permettre la destruction de ces cellules. Eh bien, ces gènes-là sont sous le contrôle de P53. Et ensuite, gènes de régulation par exemple du cycle cellulaire, où on doit avoir des mitoses, à partir d'une cellule on obtient 2 cellules, c'est bien une mitose, eh bien il y a des gènes également qui régulent ces divisions cellulaires, eh bien ces gènes de régulation sont sous le contrôle du facteur de transcription qui est le gène P53. Donc vous voyez que s'il y a une mutation de gène P53, eh bien la protéine P53 ne va pas être fonctionnelle, elle ne va plus agir sur les gènes de réparation, ni sur les gènes de destruction cellulaire, ni sur les gènes de régulation. Autrement dit, des tumeurs vont apparaître. Donc là, on voit que cette protéine P53 a un rôle très important en tant que facteur de transcription. Elle active l'expression de très nombreux gènes, enfin de nombreux gènes en tout cas, qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN, dans la destruction des cellules anormales et dans la régulation du cycle cellulaire. Donc là, on voit bien que certains gènes vont permettre au corps d'être contrôlés en permanence. Et lorsque ce gène n'est plus fonctionnel, eh bien, des cancers peuvent apparaître. Autrement dit, donc là je répète que la protéine P53, lorsqu'elle est active, elle va réparer, elle va activer la réparation de l'ADN, elle va détruire, elle va permettre l'autodestruction des cellules anormales, donc l'apoptose, grâce au contrôle d'autres gènes évidemment, et elle va permettre la régulation, donc l'arrêt du cycle cellulaire de cellules anormales, et avec ensuite leur destruction évidemment. Donc on rappelle que le cycle cellulaire est géré par les phases G1, S, G2 et M, dont nous ne parlerons pas ici, M signifiant mitose. Donc on a vu que la protéine, alors je répète parce que c'est important à bien comprendre, nous avons vu que la protéine P53 est un facteur de transcription. C'est bien noté. Ce facteur de transcription va activer 3 types de gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN d'une part, dans la destruction de cellules anormales d'autre part, et également impliqués, cette protéine P53, dans la régulation du cycle cellulaire. Sa présence empêche la cancérisation en permettant la réparation, la destruction et la régulation. Par conséquent, son absence laisse la porte ouverte aux mutations, dont certaines donnent le cancer. Alors, à noter que sa non-fonctionnalité résulte de mutations de ce gène P53. Bon. Donc ça veut dire que la protéine P53 va devenir anormale, donc il va y avoir développement de tumeurs, puisque le gène, ou les gènes, donc facteurs de transcription, etc., ne sont plus fonctionnels.
puisque le gène, non, je m'exprime mal. Donc, si P53 est anormal, ça veut dire qu'on va avoir développement de tumeur puisque les gènes puisque le gène P53, qui est un facteur de transcription, eh bien, ne va plus assurer le contrôle, réparation, destruction, régulation. Bon. Autrement dit, on peut proposer un schéma de type cause à effet qui va permettre de mieux comprendre, en résumé, en fait, le processus de cancérisation. Première étape, on a une mutation de gènes de régulation cellulaire. Première étape. Donc on a bien des cellules qui sont mutées. Ces cellules mutées, 3 points à noter. Premier point, elles n'accomplissent plus leur fonction. Deuxième point, elles sont immortelles. Troisième point, la multiplication est incontrôlée. Donc ça veut dire que des tumeurs vont apparaître. Et ces tumeurs qui apparaissent vont permettre la formation de signaux cellulaires qui vont permettre la mise en place d'une vascularisation de la tumeur. Donc ça veut dire que des vaisseaux sanguins se mettent en place dont le rôle sera de nourrir les cellules de la tumeur. Et ensuite, donc, ces signaux cellulaires vont permettre la croissance importante de la tumeur avec éventuellement des tumeurs secondaires, donc des métastases qui vont se mettre en place. D'où l'intérêt, si l'on peut, eh bien, de détecter au plus vite cette cancérisation, donc cette tumeur qui peut se former. Alors, on a dit, il y a un gène suppresseur de tumeur. Ça veut dire quoi, gène suppresseur de tumeur? On pense tout de suite au gène P53. Le gène P53 est bien un gène suppresseur de tumeur. Alors, pas vraiment suppresseur de tumeur, mais qui empêche la tumeur de se former. Autrement, qui empêche les cellules au départ, avant la formation de la tumeur, donc qui empêche la cellule, ou certains gènes en tout cas, de muter ou d'être, puisque le facteur de transcription, en fait, il débloque en quelque sorte quelque chose au niveau des gènes pour que l'ensemble de ces gènes contrôle la bonne fonctionnalité de chacune des cellules. Eh bien, l'évolution du volume d'une tumeur au cours d'une expérience où le gène P53 inactivé peut être réactivé, eh bien, montre bien que ce gène empêche la formation de tumeurs. Donc, dès l'instant où il y a une réactivation du gène, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une diminution du volume de la tumeur lorsque l'on a fait l'expérience avec les souris, vous vous souvenez, qui n'avaient pas P53. Donc on avait fait une irradiation, des tumeurs étaient apparues, et lorsque l'on a réactivé en quelque sorte le gène P53, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait une suppression de la tumeur. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à l'origine, le gène n'est pas responsable de la formation de tumeurs. Mais il va contrôler d'autres gènes qui vont faire que chacune des cellules va assurer une bonne fonction. Mais là, mieux encore, on s'aperçoit que lorsque la tumeur s'est mise en place, lorsque la tumeur existe réellement, et lorsque l'on réactive le gène P53, on s'aperçoit que la tumeur disparaît. Donc là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que la tumeur va disparaître sous l'action du gène P53? Eh bien, la protéine P53, elle n'empêche pas les anomalies pouvant être à l'origine d'une cancérisation des cellules, mais ce gène P53 va contribuer à leur correction ou à leur élimination. Ça veut dire que en aval, eh bien, ça veut dire que ce gène P53 et donc la protéine P53 qui résulte de son expression, eh bien, va permettre l'élimination de la tumeur, donc va permettre aux 3 types de gènes qu'elle contrôle, eh bien, de faire en sorte qu'il y a une élimination de ces cellules tumorales, cancéreuses.
Donc ça c'est intéressant et ça peut nous faire réfléchir sur, sur les médicaments que l'on pourrait éventuellement mettre en place sur le marché. Bon. Alors, on va répéter encore les choses, mais quelles sont les conséquences possibles des mutations du gène P53? Donc si vous avez bien compris son rôle, eh bien, ça veut dire que des mutations du gène P53 peuvent conduire à une modification de la séquence des acides aminés d'une protéine P53. C'est ce qu'on avait vu lorsque l'on a étudié avec Anagen. Donc les différentes mutations à partir de trois tissus qui sont devenus cancéreux, on regarde la séquence d'acides aminés du gène P53 correspondant à la cellule. Et on s'aperçoit qu'il y a différentes mutations selon, l'emplacement des mutations n'est pas le même d'un cancer à l'autre. Donc ça veut dire que la structure de la protéine P53 et sa fonction vont être modifiées. Si la structure est modifiée, la fonction, elle peut être modifiée. Et en l'occurrence, lorsque les cancers se développent, ça veut dire que P53 n'a pas assuré sa bonne fonction. Et donc que la mutation à l'origine de la non-fonctionnalité de cette protéine P53, eh bien, fait en sorte que la tumeur se développe. Bon. Donc la protéine P53 peut alors perdre toute ou une partie de son activité. Elle peut très bien être un petit peu fonctionnelle quand même, selon l'emplacement de la mutation. Or, cette protéine est un facteur de transcription qui va agir sur l'ADN pour activer la transcription de nombreux gènes. N'oublions pas que c'est un facteur de transcription P53, cette protéine P53. Donc, cette protéine P53 va activer la transcription de nombreux gènes qui seront utiles à l'organisme. Donc, ça veut dire que ces gènes vont pouvoir alors ne plus être transcrits, donc non exprimés. Donc, je répète que cette protéine, c'est un facteur de transcription qui agit sur l'ADN pour activer la transcription de nombreux gènes utiles à l'organisme. Ceux-ci peuvent alors ne plus être transcrits, donc non exprimés. Autrement dit, ça veut dire que puisque P53 n'agit plus comme facteur de transcription des gènes qui sont indispensables à l'organisme, bien ça veut dire que ces gènes ne sont plus transcrits. Autrement dit, l'expression du gène n'existe plus. Et les protéines qui vont faire en sorte que l'organisme sera protégé, bien, ces protéines ne seront plus fonctionnelles. Alors, il peut s'agir donc de certains gènes qui vont coder pour des enzymes de réparation de l'ADN, puisqu'on avait parlé de réparation de l'ADN. Ça peut être également des protéines nécessaires au déclenchement de l'apoptose des cellules cancéreuses, donc destruction de cellules, et ceci par les cellules immunitaires. Ou bien encore, ça peut être des protéines susceptibles de stopper le cycle cellulaire de cellules anormales. Donc ça veut dire que les mutations du gène P53 peuvent conduire à l'augmentation de cellules mutées et à la prolifération de cellules anormales pouvant devenir cancéreuses. Donc comprenez bien que ce gène P53, son expression donne une protéine P53 qui va agir sur des facteurs de transcription qui sont des gènes. Et certains gènes vont réparer, donc certains gènes dont l'expression vont donner des protéines enzymatiques, par exemple, qui vont permettre la réparation de l'ADN. D'autres gènes contrôlés, eh bien, la transcription va permettre l'expression va permettre la formation de protéines, et donc formation d'enzymes qui vont pouvoir détruire les cellules cancéreuses. Et troisième cas, action d'autres gènes dont la transcription va permettre la formation de protéines qui vont réguler le cycle cellulaire. Donc voilà, on a parlé de mutation de gène P53. C'est pas très bon d'avoir une mutation de gène P53. Alors, moi je suis un peu fasciné par ce gène P53 et par peut-être la recherche d'une thérapie en relation avec ce gène P53 évidemment. Mais bon,
C'est une discussion qu'on pourrait avoir entre nous. Alors, là, on s'aperçoit en fin de compte, à travers cette cancérisation, ce gène P53, etc., qu'il peut y avoir des cancers, évidemment, mais des causes peuvent être complexes. Ça veut dire qu'on peut avoir des cancers dont les facteurs à l'origine de ces cancers donc, sont très divers, on va dire. Ça peut être une prédisposition génétique. Ça peut être des risques individuels. Ça peut être des risques environnementaux. On peut avoir des agents cancérigènes ou des agents microbiens. Donc, vous voyez, donc il y a des causes complexes, mais on peut également avoir des cancers qui se forment spontanément, puisque les mutations font partie de la vie cellulaire, en fin de compte. Le principal, c'est que grâce au gène P53, grâce à ce facteur de transcription, eh bien, les 3 types de gènes s'expriment pour réparer ou pour faire en sorte que chaque cellule fonctionne correctement. Donc il y a évidemment des études que l'on dit épidémiologiques, qui vont identifier les facteurs et mettre en œuvre, et permettre en tout cas la mise en œuvre de mesures de santé publique, donc ils vont par exemple pouvoir prévenir l'arrivée des cancers. Donc il y a des campagnes de dépistage évidemment, etc. Donc les cancers spontanés, ça peut être des erreurs de réplication, et je répète que les causes sont très, très variables, erreurs de réplication, d'accord, mais pas que ça. On peut avoir des facteurs, en fait, qui vont être, et je le répète une deuxième fois, des prédispositions génétiques, des risques individuels, des risques environnementaux, des agents cancérigènes, on pense au tabac par exemple, les benzopyrènes par exemple, des agents microbiens, par exemple on pense à HPV. Autrement dit, on va essayer de travailler sur ces dérèglements cellulaires qui sont à l'origine du cancer, qui peuvent être spontanés, mais il existe des facteurs qui peuvent augmenter donc ce risque de cancer. Et les études épidémiologiques vont permettre d'identifier ces facteurs et vont permettre de mettre en œuvre des mesures de santé publique, notamment en matière de prévention. Donc on peut se poser le problème suivant, c'est quels facteurs peuvent augmenter le risque de cancérisation. Donc spontané, on a dit, donc facteurs spontanés, enfin origine spontanée des cancers, mais également grâce aux 5 types de facteurs que nous avons énumérés précédemment. Alors on connaît donc des facteurs génétiques hérités qui modifient la susceptibilité des individus à différents types de cancers. La connaissance des causes d'apparition d'un type de cancer permet d'envisager des mesures de protection, par exemple évitement des agents mutagènes, surveillance régulière en fonction de l'âge, par exemple, et de la vaccination. Également, envisager des mesures de protection et de traitement également, par exemple des médicaments, une thérapie génique également, qui est possible. Et puis envisager éventuellement la guérison, en tout cas, on l'espère. Donc on parle de mutation, de cancérisation, de facteurs de risque, encore une fois, et il faut savoir que les connaissances fondamentales sur le développement des cancers, sur leur origine et leurs formes multiples, vont permettre l'identification et donc l'origine de certains cancers, et donc la mise en place, la mise en œuvre de mesures de santé publique. Alors nous allons essayer de montrer à travers ces études épidémiologiques comment certains facteurs augmentent le risque de développer un cancer. Et puis il faudra discuter de la prévention et des messages diffusés en matière de santé publique. Alors tout à l'heure on a parlé du gène du facteur de transcription P53, évidemment. Donc il faut toujours le garder à l'esprit. Donc il existe chez la femme un lien entre les mutations BRCA1 et BRCA2
et le cancer du sein. D'où l'importance de ce dépistage dans la détection de ce cancer, notamment par mammographie à partir d'un certain âge, tous les 2 ans. Donc il existe des facteurs génétiques qui ont un déterminisme fort, mais la plupart des cancers du sein ne sont pas génétiquement déterminés. Alors, il y a au niveau du cancer du sein, donc il peut y avoir une prédisposition génétique à cause de ces gènes BRCA1 ou BRCA2. Donc ce sont des facteurs génétiques de cancérisation. Le cancer du sein peut être détecté tôt par mammographie. Donc ça veut dire que si une petite tumeur apparaît, eh bien, dans la grande majorité des cas, on enlève cette tumeur et la patiente guérit tout à fait. Il faut savoir que les études épidémiologiques et l'analyse de génome ont révélé que plus de 90% des cancers du sein sont spontanés. C'est-à-dire qu'ils sont liés à des facteurs ils sont dus à des facteurs liés au mode de vie, étant associés à une augmentation modérée du risque. Et bonne nouvelle, en quelque sorte, entre guillemets, c'est que seulement 5 à 10% des facteurs génétiques sont héréditaires. Donc 5 à 10% étant liés à des facteurs génétiques héréditaires. Donc 2 gènes qui augmentent le risque de développer le cancer du sein ont ainsi pu être identifiés. Il s'agit de BRCA1 et BRCA2. Donc retenez bien que 90% des cancers du sein sont spontanés, mais ne sont pas génétiquement déterminés. En fait, c'est pas forcément parce que votre grand-mère ou votre mère ou votre tante a le cancer que vous allez l'avoir systématiquement. C'est pas forcément héréditaire, puisqu'on a dit que 5 à 10% seulement des facteurs génétiques héréditaires existent. Vous voyez, donc, bon. On pense notamment à une certaine actrice donc, qui s'est fait enlever les 2 seins parce que sa grand-mère et sa mère étaient décédées en fait du cancer du sein. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'argumentation ou dans la... Alors, est-ce que BRCA1 et BRCA2 sont réellement impliqués dans l'apparition du cancer du sein? Regardons l'influence des mutations de ces 2 gènes sur le risque de développer un cancer du sein. On a la présence ou l'absence de ces 2 gènes, ou de l'un de ces gènes, en fait, BRCA1 ou BRCA2, chez la personne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les femmes de la population générale qui n'ont ni BRCA1 ni BRCA2, et ce nombre de personnes en pourcentage représente 10. Donc 10% de femmes dans la population générale ne possèdent pas ce gène BRCA1. Vrai ou faux? Non. Regardez bien le graphe. On parle d'influence des mutations du gène sur le risque de développer un cancer du sein. Donc quel est le risque? On part de 0 pour aller à 100%. Si on commence par les femmes de la population générale, on a 11% des cancers qui apparaissent chez la femme lorsqu'il n'y a pas BRCA1, BRCA2. 11% dans la population générale. Donc c'est la référence, c'est le témoin en quelque sorte. Mais lorsqu'une femme est porteuse d'une mutation du gène BRCA1, alors il y a presque 90% de chances ou de malchance d'attraper le cancer du sein. Et lorsqu'il y a BRCA2, c'est pratiquement la même chose. Donc là, on met bien en évidence le fait que BRCA1 ou BRCA2 sont bien à l'origine de l'apparition du cancer du sein. Mais je n'enlève pas l'explication selon laquelle seulement 90% des cancers du sein sont spontanés et que seulement
enfin 90% des cancers du sein sont spontanés, mais que seulement 5 à 10% sont liés à des facteurs génétiques héréditaires. Bon, donc ça veut dire que en fait toutes les femmes n'ont pas BRCA1 ou BRCA2, mais lorsqu'elles l'ont, c'est vrai que le pourcentage augmente. Bon. Alors, regardons maintenant le pourcentage, donc le risque de développer le cancer du sein en fonction de l'âge chez les femmes portant des mutations du gène BRCA1 ou BRCA2. On prend deux exemples. 70% de risque si 80 ans et BRCA1 et 60% de risque si 80 ans et BRCA2. Deuxième exemple, 50% de risque si 60 ans et BRCA1 et 40% de risque si 60 ans et BRCA2. Donc là, on a en fait le pourcentage de risque en fonction de l'âge et on s'aperçoit que en dessous de 30 ans, il n'y a pas de risque si l'on n'a pas, même si l'on a BRCA1 ou BRCA2. Mais à partir de 30 ans, eh bien, l'expression du gène BRCA1 et BRCA2 va faire, enfin l'expression ou la non-expression, ça dépend comment on voit les choses, eh bien, va faire en sorte que le risque augmente. Le risque d'apparition du cancer du sein augmente. Donc entre 30 et 80 ans, eh bien, la courbe augmente avec une pente de 45 degrés à peu près. Donc c'est relativement... enfin, on voit bien que ces gènes BRCA1 et BRCA2 sont bien impliqués. Alors, un autre cas de facteur individuel et de facteur environnemental de cancérisation, c'est le mélanome. Alors au niveau de la peau. Donc il y a des facteurs de risque. Si par exemple vous vous exposez au soleil, eh bien les facteurs de risque vont dépendre au niveau de la peau. Quand je dis facteur de risque, d'attraper le cancer de la peau, donc un mélanome. Le mélanome, c'est un cancer qui est à la fois, enfin qui est lié à la fois à des facteurs de risque individuels et des facteurs de risque environnementaux. Alors, facteurs de risque individuels, déjà, ça peut être des antécédents familiaux. Ça peut être une exposition au soleil, une peau claire et sensible, des taches de rousseur et des grains de beauté, et l'âge également. Et donc, on sait bien que lorsqu'on a une exposition au soleil, on a des UV qui viennent sur la peau. 3 types d'UV en fait. Alors, c'est le plus grave des cancers de la peau, c'est le mélanome cutané. Il a touché près de 15 500 personnes en France. Alors, à une certaine année, bon, on estime que plus de 70% des cas sont dus à des expositions excessives aux rayons UV. Et contrairement aux idées reçues, et j'insiste là-dessus, les UV artificiels ne préparent pas la peau au soleil et sont classés cancérogènes depuis les années 2009. Depuis l'année 2009. Donc l'Agence nationale de la sécurité sanitaire recommande de cesser l'exposition de la population aux UV artificiels. Autrement dit, les cabines bronzantes. Il ne faut pas y aller. Donc tout le monde est susceptible de développer un mélanome, mais nous ne sommes pas tous égaux face au risque, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains facteurs de risque, je répète, facteurs donc, qui sont des antécédents familiaux, les facteurs de risque UV, donc exposition excessive au soleil, facteurs de risque, la peau claire et sensible, puisqu'il y a moins de mélanine dans les cellules, et donc la mélanine protégeant contre les UV, eh bien, s'il n'y a pas assez de mélanine, eh bien la peau, les rayons UV vont aller abîmer l'ADN des cellules qui sont dans l'épiderme, dans l'hypoderme et même encore en dessous. Épiderme, derme ou hypoderme, etc. Bon. Et également les taches de rousseur et des grains de beauté qui peuvent se transformer également. Et puis l'âge également, puisque plus on prend de l'âge, parce qu'il faut penser que le système immunitaire intervient pour nous protéger, mais plus on prend de l'âge, moins le système immunitaire est efficace. Donc voilà, autrement dit, il faut, si on a une peau à risque, par exemple, donc il faut qu'il y ait des mesures de protection qui se mettent en place. Il faut également une surveillance régulière. Par exemple, des crèmes solaires, si vous allez au soleil,
bon, il faut des crèmes de bonne protection, en fait. Autrement dit, donc, il faut une surveillance et une protection absolument indispensable, surtout si vous emmenez des enfants en vacances au soleil. Alors, autre facteur cancérigène provoquant la cancérisation, eh bien, c'est par exemple le tabac, avec ses nombreuses molécules cancérigènes qui sont à l'intérieur, donc qui peuvent provoquer le cancer du poumon. Donc, il y a des mutations qui vont être induites par la cigarette. Alors, le tabagisme, c'est un facteur de risque évitable, le plus important dans le développement de cancer, et pas seulement le cancer du poumon, attention. Il y a toutes les voies respiratoires, mais il y a aussi la gorge, la bouche, la langue, etc. La présentation d'une affiche de prévention rappelle que l'identification des facteurs de risque permet de mettre en place des mesures de santé publique, donc de politique de santé. Donc le cancer, eh bien, c'est à l'origine d'un nombre très important de décès par an. Par exemple, on peut dire 73 000, donc 44 000 sont dus à un cancer. Ça veut dire que le tabagisme va tuer directement ou indirectement 73 000 personnes, dont 44 000 vont correspondre à un cancer du poumon ou cancer des voies respiratoires. Donc ça peut concerner ces voies respiratoires, comme je vous l'ai dit, mais aussi différents organes qui vont être touchés indirectement. La fumée de tabac, par exemple, contient en effet au moins 70 substances qui sont cancérigènes, par exemple le benzène, l'arsenic, les goudrons, le polonium, le benzopyrène, etc. Donc ce sont des facteurs cancérogènes. Une étude qui a été menée sur un certain nombre de cas de cancer a formellement démontré l'effet mutagène de la fumée de cigarette et a permis de démontrer pour différents types cellulaires que les mutations sont imputées à la fumée de cigarette. Donc, par exemple, si on regarde le nombre de mutations induites par la consommation d'un paquet de cigarettes par jour pendant un an, eh bien, cavité buccale 23, pharynx 39, larynx 97, poumon 150, foie 6 et vessie 18. Donc vous voyez que le nombre de mutations induites par la consommation d'un paquet de cigarettes dans divers organes est très important et ne se limite pas aux poumons. On note que 25%, alors d'après Santé publique France, donc 25% de personnes consommant du tabac quotidiennement, donc ce taux est beaucoup plus élevé qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis par exemple, eh bien le tabac va constituer les facteurs de risque inévitables, mais évitables en même temps, le plus important, et la lutte contre le tabagisme est la priorité d'action en santé publique, et à tout âge, l'arrêt du tabac entraîne un bénéfice significatif. Ensuite, autre type de cancer, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc, on a des facteurs microbiens de cancérisation, donc des micro-organismes qui sont à l'origine des cancers. L'impact des infections bactériennes et virales sur le développement de tumeurs cancéreuses sont évidentes et peuvent être mises en place à travers ce cancer du col de l'utérus. La connaissance des virus et des bactéries en cause dans certains cancers a permis de mettre en place des mesures de prévention, comme la vaccination des jeunes filles, par exemple, pour lutter contre le HPV. Alors le HPV, c'est en fait un papillomavirus. Il y a dans le monde 14 millions de nouveaux cas de cancer qui apparaissent chaque année. Les infections microbiennes en sont la cause dans 15,4% et jusqu'à 31% des cas dans les pays les moins avancés. Par exemple, la bactérie Helicobacter pylori, que l'on trouve dans l'estomac, les virus hépatiques B et C, que l'on trouve dans le foie, donc problème de foie en tout cas, et les papillomavirus, eh bien tous ceux-là sont responsables de l'apparition de cancer, et papillomavirus sont responsables de 95% de ces cas de cancer.
Bon alors, donc il n'y a pas que HPV, hein. Là on a mis en évidence donc des infections microbiennes, donc on a parlé de la bactérie Helicobacter pylori dans l'estomac, des virus hépatiques B et C, de papillomavirus. Donc il existe en fait beaucoup de sortes de papillomavirus. Ce sont des virus qui sont très contagieux et qui sont résistants le plus souvent sans danger, touchant des hommes et des femmes dans toutes les régions. Certains sont bénins, par exemple formation de verrues, bon il n'y a pas forcément de problème, mais une quinzaine d'entre eux sont cancérogènes. Alors l'infection par certains papillomavirus est à l'origine des cancers du col de l'utérus, donc c'est la 4e cause de mortalité par cancer chez les femmes, et environ 8 femmes sur 10 sont exposées à ces virus au cours de leur vie. Donc vous allez pouvoir trouver sur internet donc une photo de cellules du corps de l'utérus qui sont infectées par le virus HPV, et ces cellules peuvent être considérées comme précancéreuses. Alors ces virus ont la particularité de faire exprimer par la cellule hôte des protéines virales. Et ces protéines virales vont se fixer sur des molécules régulatrices du cycle cellulaire, ce qui va déstabiliser la cellule, ainsi que le contrôle cellulaire aussi qui va être mis en jeu, qui va être défavorisé, et favoriser par contre l'apparition d'une tumeur. Autrement dit, il y a une désorganisation des fonctions cellulaires qui font que la tumeur va apparaître. Alors il existe un vaccin, très bonne nouvelle, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, dont l'efficacité est proche de 100%. Il est proposé aux jeunes filles à partir de 11 ans. En France, la couverture vaccinale est de 21,4%, donc ce n'est pas assez, il faudrait atteindre les 100%. Donc il faudrait que 100% des jeunes filles se fassent vacciner, en fait, puisque l'efficacité est proche de 100%. Donc s'il n'y a que 21% des filles qui se font vacciner, il en manque quand même 80%. Alors peut-être que l'on pourrait sauver un certain nombre de jeunes filles si tout le monde si tout le monde était vacciné, en gros, pour parler gentiment. Ce qui est très en dessous des 60% fixés par le plan cancer, c'est-à-dire qu'il n'y a que 21% des jeunes filles qui se font vacciner. Le plan cancer voudrait qu'il y en ait 60% de plus pour atteindre les 100%. Bon. Donc, on peut s'amuser à faire l'inventaire des causes et des facteurs de risque associés au cancer que nous avons vus précédemment. Donc on va parler du cancer du sein, cancer de la peau, le mélanome, cancer de l'estomac, cancer du foie, cancer du col de l'utérus. Alors quelles sont les causes génétiques du cancer du sein? Eh bien, mutation des gènes BRCA1 et BRCA2, donc c'est 10% des cas environ. Concernant le cancer de la peau, donc le mélanome, quelles sont les causes? Eh bien, la peau claire, les antécédents familiaux, les grains de beauté, etc. Cancer de l'estomac, quelles sont les causes génétiques? Elles sont diverses. Même chose pour cancer du foie et cancer du col de l'utérus. Maintenant, quelles sont les causes environnementales et comportementales individuelles dans le cas du cancer du sein? Eh bien, causes environnementales et comportementales, eh bien, ça peut être le tabac, l'influence modérée des facteurs environnementaux, donc dans 90% des cas, n'ont pas de cause connue, et cancer parfois hormonaux dépendants. Par contre, il n'y a pas de cause microbienne dans le cas du cancer du sein. Cancer de la peau, mélanome, quelles sont les causes environnementales et comportementales individuelles? Eh bien, l'exposition aux UV, le tabac également. Concernant cancer de l'estomac, du foie, du col de l'utérus, eh bien, on a le tabac et l'alcool, et le tabac, notamment pour le cancer du col de l'utérus. Donc voilà, on peut avoir donc ce type de cause qui intervient également. Et des causes microbiennes, eh bien, notamment au niveau du cancer de l'estomac, avec Helicobacter pylori, donc qui est une bactérie, cancer du foie, le virus de l'hépatite B et C, et cancer du col de l'utérus, donc les papillomavirus. Donc il y a des mesures de santé publique qui sont mises en place et qui sont proposées. Alors quel est leur intérêt? Eh bien c'est lutter contre le tabagisme déjà, qui est le facteur évitable le plus important dans le développement de nombreux cancers. Donc 3 points à noter à propos de la lutte contre le tabagisme. Eh bien, on peut avoir des recommandations également en matière d'alimentation, d'exposition aux UV également, en plus de lutter contre le tabagisme évidemment.
Également surveillance et dépistage par des contrôles réguliers, notamment par exemple au niveau du col de l'utérus, du cancer du sein. On pense notamment à la mammographie. Cancer du col de l'utérus, donc on pense à la vaccination, qui est efficace à 100%, qui empêche à 100% l'apparition de tumeurs cancéreuses du col de l'utérus. Et puis ensuite, troisième point, donc prévention par la vaccination contre les agents pathogènes à l'origine du cancer, comme par exemple on a dit pour HPV où les 100% interviennent. Donc voilà, on a vu qu'il y avait une altération du génome qui pouvait conduire au cancer, on en a parlé. On a vu également que les cancers peuvent avoir des causes complexes. Alors, pour ne pas attraper le cancer, évidemment, il y a des mesures de prévention. Chacun a sa responsabilité, mais il a la responsabilité que l'on a soit vis-à-vis des autres également, en matière de santé publique, mais aussi en matière de bon sens et de réflexion personnelle à engager dans la vie de tous les jours. Le cours est terminé. Merci.